Le fin fond de la Papouasie, l'Inde, le Grand Nord, quelques-unes des expéditions réalisées par ces aventuriers des temps modernes, c'est de voyage et d'évasion que l'on va parler dans ce face-à-face. Roland Gigny, Didier Bruynbroek, bienvenue. Bonjour. Alors vous nous venez de Tubize et vous nous revenez d'une expédition dans l'ex-Irian Jaya, la Papouasie occidentale, une région presque aussi grande que la France, la rencontre de peuplades du bout du monde aussi, un voyage étonnant dont on va voir tout de suite les premières images, un voyage chez les Papous. La Papouasie tout d'abord, ça signifie l'île des chevelures crépues. Tout à fait. C'est-à-dire que ce sont les Portugais qui ont découvert cette île et les premières rencontres avec ces gens-là qui avaient les cheveux crépus. Et ils ont appelé ça la Papoua, et d'où vient le nom de la Papouasie. Alors quand on débarque dans ce monde un petit peu incroyable, on en voit des images, ce sont des rencontres du troisième type qu'on effectue. Oui, c'est vraiment un retour dans l'histoire, et là on retourne à peu près à l'âge de la pierre, puisque les instruments qu'ils utilisent, notamment les haches, c'est pas du métal, c'est fait avec du bois et simplement de la pierre. C'est vraiment un retour à la préhistoire. Alors avec des usages, des us et coutumes assez étonnants, loin du monde civilisé si je puis dire, en tout cas du monde moderne comme on le connaît nous. L'étui pénien, dont vous nous avez gentiment ramené un modèle ici, par exemple, le koteka. C'est ça, oui. Donc ça sert évidemment, l'étui pénien est utilisé comme simple habillement pour eux. Les femmes portent un pagne et ont les seins nus. Et donc c'est leur seule tenue vestimentaire, si ce n'est qu'ils se couvrent de graisse de porc pour pas avoir froid. Donc pour lutter contre le froid, qu'est-ce qui vous a étonné le plus dans la rencontre des Papous ? Surtout, leur générosité et puis la rencontre humaine avant tout, quoi. C'est-à-dire que c'est encore un peuple, quand on voit les images comme ça, on peut se dire qu'on sort de la préhistoire, mais humainement parlant, ils sont extraordinaires. Tout de même, ce sont des images rares. Peu de gens vont en Papouasie. En principe, c'est pas une destination touristique prisée. Vous, l'image que vous garderiez, si vous devez en retirer une ? Je vous dis, malheureusement, je crois que c'est la fin, surtout de cette peuplade-là, les Dani. Je crois que c'est la fin parce que la civilisation arrive à grands pas. Encore une chose, qu'il n'y a pas de route pour atteindre ces gens-là, ce n'est que par l'avion qu'on peut y accéder, mais c'est ça le gros problème, c'est que de savoir que dans quelques années, ça n'existera plus, ils seront, pris par l'évolution. Enfin, c'est peut-être un bien en soi ou un mal, je ne sais pas, donc c'est une question à voir, ça. Roland, Didier, dans vos récits de voyage que vous publiez sur votre site internet, très documenté, vous parlez d'une chose qui vous a fortement frappé par rapport aux Papous, c'est la bonne santé des individus. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que, comme ils sont très peu en contact avec d'autres civilisations, ils vivent en autarcie, donc ils vivent essentiellement de leur culture. Ils cultivent la patate douce, des légumes, etc. Et donc, il n'y a aucune maladie qui leur est apportée. Et de ce fait, ils sont vraiment en très bonne santé. Et je peux vous dire que c'est un peuple très, très fier. Des peuplades fiers qui vivent très longtemps aussi. Oui, vous avez rencontré pas mal de personnes âgées, du troisième âge. Irian signifie terre brûlante émergeant de la mer. Un mot sur cette définition de ce territoire. Ça vient à cause de la fameuse pyramide de Carstens, donc, parce qu'ils ont une montagne qui a de la neige éternelle au sommet, à plus de 5000 mètres, et que les premiers navigateurs qui ont vu cette montagne, c'est pour ça d'où vient le nom. Mais maintenant, ils rappellent cette région-là la Papoua. Ils veulent retourner au nom, original. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont repris ce nom-là de la Papoua. Alors on va voir quelques images, on parlait des habitudes étonnantes et différentes des nôtres. On va voir quelques images de momies, dont certaines sont vieilles de plus de 300 ans, je pense. 350 ans, celle qu'on voit pour l'instant, 350 ans. On a l'impression d'être dans Tintin et les 7 boules de cristal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces momies ? En fait, ces momies sont en général un bienfaiteur d'un village. Et de par le fait de ses bienfaits, il est momifié et gardé dans les huttes qui est juste derrière le monsieur là. Et donc c'est simplement parce que c'est un bienfaiteur, c'est tout. Après, il la vénère, comme dans tous les peuples. Vous avez passé une dizaine de jours auprès des Papous, des peuplades de Papouasie, avec notamment un trek au cœur de la vallée de la Baliem, une vallée extrêmement reculée, difficile d'accès de par sa position géographique. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a quitté, Wamena, qui est la ville principale, donc la vallée de la Baliem, on part vers le sud, et là c'est tous des petits villages en village, mais c'est surtout les dénivelés qui sont très importants, donc beaucoup de montées, beaucoup de descentes, et les terrains très sinueux, très pentus. Et alors, il faut savoir que c'était la saison sèche, mais tous les jours on a eu de la pluie, à partir de 3 heures il pleut, il y a du brouillard, c'est incroyable. Donc même en saison sèche, il pleut, c'est fou, quoi. Donc, vous parlez d'une vallée découverte pour la première fois en 1938, une vallée habitée par donc, les Dani, vous l'avez dit, une des tribus, mais il y a également les Yali et les Lani, et d'un choc culturel incroyable quand vous arrivez à l'aéroport de Wamena. Oui, le choc surtout, c'est de voir, disons, les gens qui sont à demi nus, avec le côté K, comme vous mentionnez tantôt, avec le côté de l'évolution et ces avions qui atterrissent, des avions à hélice, donc c'est déjà, c'est un côté, un peu surréaliste. Et eux, comment ils réagissent quand ils voient arriver
Des hommes modernes, si je puis Mais- dire, comme vous qui venez de Tubize. Ils sont Oui. contents. Hein. Oui, ils sont très contents de nous recevoir. Ils apprécient la visite d'étrangers. Ils sont très accueillants. En tout cas, vis-à-vis de nous, ils ont été très accueillants parce qu'entre eux, bon, ça reste quand même un peuple très guerrier. Et ils étaient très intéressés à connaître, à savoir, à découvrir. La même chose, nous aussi. Alors, vous parlez d'un peuple très guerrier, et pour cause, vous nous avez ramené une série d'ustensiles qui prouvent que les Papous ne sont pas forcément toujours les plus pacifistes, avec notamment des pratiques étonnantes, hein, notamment l'amputation des phalanges des femmes avec une hache de pierre, je pense, celle que Oui, vous voilà, avez avec montrée. une hache de ce style-ci. Voilà, donc c'est avec cette hache que les dames se coupent les phalanges des doigts, pardon. Et, À des occasions particulières. oui, tout à lesquelles fait. Lors de la mort d'un enfant en bas âge, Mhm. il lie le doigt avec une petite cordelette, il bande les yeux de la dame et puis il coupe une phalange. C'est Pourquoi un signe, je veux dire, de reconnaissance et de dire qu'elle a perdu un être cher. Voilà, c'est une manière de montrer. Il se coupe aussi parfois les bouts des oreilles, Mhm. donc avec pas le même système, mais il coupe avec un couteau qui est fait de bambou et il se coupe des morceaux d'oreilles. Vous ne vous êtes jamais senti en danger? On dit que dans certaines régions de Papouasie, il y a encore des cannibales. Oui, Ce sont des absolument. peuples guerriers qui n'hésitent pas à viser les individus. C'est ça. C'est-à-dire que dans la région où on était, il y a absolument plus de cannibalisme. Mhm. Mais à Jayapura, donc à 6 jours de marche de Jayapura, ce qui en somme est très très proche de la ville, et il y a encore des peuples qui sont, comment vais-je dire, Cannibales. Bon, les Dani qui sont également polygames. Ah oui. Oui. Ils ont en général 4 femmes. Mhm. Et donc c'est en général le mari qui achète ses femmes avec à coup de cochon, puisqu'ils Oui. élèvent du cochon, et donc il doit faire don d'un cochon pour obtenir la grâce. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il doit faire un conciliabule avec ses femmes précédentes Conciliabule, pour pouvoir accepter une épouse supplémentaire. Mhm. Et alors il leur fabrique à chaque femme une grande hutte, et chacune va cuisiner pour son mari. C'est ça. Pour des sommes modestes, finalement, on achète une femme chez les Papous. Je sais pas, on n'a pas essayé. C'était pas 30 €, j'ai pas lu ça dans votre site. Oui, à peu près, c'est Oui. à peu près Une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros. Oui. Vous parliez de gens généreux. Hein, ce sont des gens profonds. Vous écrivez à un moment donné, nous avons le sentiment que certains d'entre eux peuvent voir au-delà de nos apparences physiques, pénétrant le fond de notre âme et de notre pensée, ainsi que ce qui vous a frappé, c'est leur sens tactile, le fait de serrer les mains, de toucher l'individu. Tout à fait, c'est assez impressionnant, surtout le chef Yalimabel, chez qui on était accueillis. Quand il vous regarde droit dans les yeux, on sent, c'est pour ça qu'on a marqué ça, parce que on dirait qu'ils sentent vraiment l'âme profonde. Si on vient avec des intentions, je vais dire, juste entre guillemets, de tourisme ou des intentions plus profondes. Donc, nous avons pris des cadeaux pour lui avec notamment un couteau moderne, on va dire ça comme ça, des ballons pour les enfants. Donc, il a bien senti qu'il y avait quelque chose qu'on voulait faire passer. Et alors, on a fait un concours de tir à l'arc avec eux. Donc, on avait pris des arcs modernes avec nous. Et puis, eux, avec leur arc ici, on a fait un concours. Et à 15-20 mètres, ils mettent plein centre, quoi. Donc, on se rend compte quand même que ce sont des gens qui maîtrisent bien ce genre d'engin. Autant rester amis, en effet. Tout à Alors, fait. Didier, vous évoquez aussi le fait que finalement, dans cette générosité, ils ont le respect de l'humain, le respect de l'hôte, de l'invité, et des choses parfois oubliées dans le monde civilisé. Quelle est la leçon que vous retiendrez de ce voyage que vous venez La leçon, d'accomplir? par exemple, quand on se balade simplement dans les sentiers, il y a des gens qui sont en train de cultiver, ils arrêtent leur activité et ils viennent à votre rencontre. Mhm. Et ils viennent vraiment vous toucher, vous sentir, c'est extraordinaire. Et là, on doit partager absolument une cigarette, c'est obligatoire. Oui, vous dites aussi qu'ils fument beaucoup. Ah oui, c'est obligé. Donc à chaque rencontre, c'est la tradition, il faut offrir une cigarette. Et puis là, le contact s'établit. Bon, c'est par geste, c'est par bribes, mais il y a des après-midi entières où on a passé avec eux sans pouvoir parler, mais on arrivait quand même à se comprendre. Donc je sais pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a que l'être humain qui peut faire ça. Roland, Didier, ensemble, vous avez effectué de très très nombreux voyages au bout du monde, l'Inde, le Népal, mais d'autres voyages aussi, on va en voir quelques images plus tard au Grand Nord. Finalement, ça correspond à quoi pour vous le voyage ? C'est une grande question, mais je crois surtout c'est la rencontre. Moi, ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est la rencontre des êtres humains. Donc au départ, on part avec un sujet bien précis. Ici, là, je crois, c'est le Tchada, donc le fleuve gelé qui se trouve dans le nord de l'Inde, au Ladakh. Mais ce qui ressort de là, c'est la rencontre de l'être humain. Après, c'est ça qui reste marqué. Fort, ouais. C'est le plus fort C'est finalement le qui plus fort ressort. qui reste, oui. Et c'est la volonté de rencontrer d'autres peuplades, d'autres visions du monde. Et ce qui est terrible, c'est que la nôtre de vision du monde, elle change complètement après un voyage. C'est-à-dire ? Par exemple, on prend beaucoup plus de recul par rapport à la vie, par rapport aux choses simples.
On profite davantage, d'ailleurs on devient un peu épicurien avec ça. On profite différemment. On a une autre vision de la vie, une autre approche. Une autre vision de la vie moderne. Absolument. En quelque sorte une quête d'absolu, une remise en question de soi aussi. Tout à fait, ça fait partie. Et, disons que maintenant, avec l'âge qui avance, on commence à maîtriser ça. Mais il y a certains voyages, je me rappelle, où on est rentré, il nous a fallu 2-3 mois avant de se remettre de tout ce qu'on avait vécu sur place, quoi. Donc maintenant ça va, on peut faire la part des choses. Mais ça c'est le plus difficile. C'est quand on revient de voyage comme ça, c'est de se remettre, je vais dire, dans la vie moderne et notre vie de tous les jours qui est un petit peu trépidante. Alors vous qui avez parcouru une très très grande partie du globe, quel est le voyage qui vous restera à jamais ancré dans les mémoires? Le prochain. Le prochain, c'est ce que les grands aventuriers disent en général. Oui, c'est le Et le prochain, ce sera lequel? Quel est le voyage inaccessible, votre utopie d'aventurier? Financièrement parlant, pour moi, c'est le pôle Sud. Pôle Sud, oui. Mais un qu'on a réalisé et par un concours de circonstances, c'est le pôle Nord à Cana-Hubert. Et là, ça a été un concours de circonstances qu'on a pu croiser sa route. Et voilà, qu'on a pu. Ça, c'était un grand rêve qu'on voulait déjà depuis quelques années. Et on a pu l'atteindre. On en voit quelques images d'ailleurs en ce moment du pôle Nord. Ouais. Là, de nouveau, c'est des contrées même du bout du monde, extrêmement différentes évidemment de la Papouasie. Oui, tout à fait. Là, c'est plutôt un grand voyage avec soi-même. Oui, là, oui. Parce que donc toute la journée, on est seul dans sa capuche et puis il faut avancer. Et les conditions sont tellement extrêmes qu'il faut être bien drillé. Mais bon, Alain Hubert maîtrise très bien le sujet, on va dire ça comme ça. Mais là, on est réduit à l'essentiel. Tout à fait. Pour terminer, quelle est votre utopie? On en a plein des utopies, ça dépend si c'est dans la vie privée, dans la vie... Dans la vie tout court. Dans la vie tout court. Vivre le plus longtemps possible. Ouais. Oui, je crois, et de voir grandir sa famille. Vous êtes en quelque sorte des ambassadeurs de la paix? Oh, sûrement, oui. Oui, ben, je vous dis, Quelque part. Oui, on va dire ça comme ça. Maintenant, oui. Au début, quand on était plus jeune, il y avait la conquête des sommets, la conquête des voyages. Et puis maintenant, il y a tout ça qui vient se mêler autour. Et on s'occupe d'ailleurs d'un internat aussi dans le nord du Ladakh. Et voilà, après le voyage débouche sur des projets, je vais dire, d'aider d'autres personnes dans le monde. Et puis, voilà. Roland Guigny, Didier Bruynbroek, mille merci de nous avoir fait partager cette passion du voyage avec ces images tout de même fabuleuses des Papous et de la Papouasie. Je vous tends la plume pour signer ce face-à-face. La plume est juste sur le côté. Le temps pour moi de rappeler que vous avez également un site internet. Vous pouvez peut-être nous rappeler l'adresse de ce site? C'est www.indaloaventure au singulier.be, donc www.indaloaventure.be. Voilà, avec l'adresse qui s'affiche en ce moment. Mille merci de nous avoir fait partager votre passion. Voilà, on aura 2 signatures pour le prix d'une. Merci d'avoir été en face-à-face. Merci à vous d'avoir regardé ce face-à-face étonnant. Au revoir.